Montana, il y aurait n'importe quel moment, vous pourriez avoir du papier pour écrire ces questions que vous m'enverrez. Bon, alors donc Jean-Marie Leclésio est à Maurice pour présider la 14e édition du Présent Concept qui existe depuis 1988. C'est, je crois que vous savez déjà que la municipalité a créé ce prix pour honorer le docteur Jean Franchette, qui est né à la Grande-Mairie et qui était lauréat en 1950. Ça fait très longtemps, en 1950. Et qui est allé faire des études de médecine en France avec une bourse dite d'Angleterre. D'ailleurs, il y a une exposition, je pense que vous avez pu voir un peu ces panneaux, ces livres, il y a des livres de Jean Franchette et sur Jean Franchette, il y a aussi des textes pris juste depuis 1988, c'est la 14e édition. La plupart des textes primés ont été publiés, comme vous le verrez là-bas. Et puis, vous trouverez aussi des documents rares. Sur le bassin Rosille, tous les documents rares concernant l'île Maurice. Le premier roman créole, le premier texte littéraire imprimé à Maurice, etc. Alors le thème de cette rencontre n'est pas du tout littéraire, mais on va essayer d'établir des passerelles entre l'écologie, la littérature et la culture. Alors le thème qu'on a choisi, Jean-Marie Leclésio et moi, c'est ce qu'on vous a proposé, c'est la dernière déclaration de Greta Thunberg. Il n'y a pas de planète B. Un point d'exclamation après. Il n'y a pas de planète B. Alors ça veut dire, donc, Jean-Marie Leclésio a déjà écrit un article dans Libération du 13 mars, c'est le grand quotidien en France. Libération, Le Monde, etc. Donc, dans ce quotidien français Libération, donc c'est daté du 13 mars 2019, alors donc il a pris la défense en quelque sorte de Greta Thunberg qui a été, comme vous le savez aussi, c'est attaqué par beaucoup d'intellectuels, même d'universitaires, partout dans le monde, y compris en France. Donc, le titre de l'article que vous trouverez sur Google, Greta Thunberg, la gravité de la Terre. Voilà. Donc, je vais donc l'interroger un petit peu à propos de cet article. Ce sera l'occasion pour lui de reprendre certaines idées. Ce n'est pas un article très long. Le titre, Greta Thunberg, la gravité de la Terre. Alors, peut-être vous connaissez, je pense, Greta Thunberg, mais peut-être on pourrait demander à Jean-Marie, ma première question, donc, qui est Greta Thunberg? C'est le début de l'article, la Suédoise de 16 ans. 16 ans en 19. Je crois qu'elle doit avoir maintenant, donc, 7-18 ans. Alors donc, Jean-Marie, donc, pourquoi est-ce que ça vous intéressait? Pourquoi cet article consacré dans Libération à Greta Thunberg? J'enlève mon masque parce que c'est difficile de parler avec un masque. Oui, donc je suis très heureux de cette rencontre avec vous. Je remercie beaucoup la mairie de Beaubassin-Rosille de cette invitation à vous parler. Je remercie le docteur Algarabine d'avoir organisé, prévu cette rencontre. Et c'est d'autant plus intéressant et d'autant plus de signification que Greta Thunberg est quelqu'un de votre génération. C'est une jeune fille qui a maintenant 15 ou 16 ans
Elle a commencé son action quand elle avait 13 ans. Son action, c'était très simple. Elle a décidé que tous les vendredis, elle allait s'asseoir devant l'école et elle ne rentrerait pas dans l'école. Elle ferait la grève jusqu'à ce que les adultes, les professeurs, les organisateurs de l'école aient enfin décidé de faire quelque chose pour résoudre les graves problèmes qui se posent actuellement à la Terre, à notre Terre, qui sont l'excès de gaz carbonique, le réchauffement climatique, la montée des eaux, etc. Tout ce qui est provoqué par un excès d'industrialisation et par l'inconscience des gens. L'inconscience, ça veut dire aussi, pour chacun, le fait que jusque-là, on gaspille notre réserve d'oxygène, on produit un excès de gaz carbonique, on roule trop en voiture, on a des voitures qui consomment trop d'essence, qui consomment donc trop d'oxygène et donc trop de gaz carbonique. C'est cette vie dans laquelle nous sommes qu'elle conteste. Et elle a votre âge. Donc en fait, c'est une question qui vous regarde, vous, parce que c'est vous qui allez connaître les problèmes posés dans le futur. Issa, moi-même, nous sommes déjà âgés, nous avons contribué à la dégradation, mais nous n'allons pas connaître les problèmes. C'est vous qui connaîtrez les problèmes. Donc, Greta, qui à votre âge, a voulu manifester son désaccord. Et elle voudrait dire quelque chose de très important. On parle d'écologie. Le mot écologie, vous savez ce que ça veut dire? Ça vient du grec oikos, qui veut dire la maison, et logos, qui veut dire la philosophie. Donc logos, écologie, c'est s'occuper de la maison. Et quelle est cette maison? Bien, c'est notre terre. Notre terre est notre maison. Si nous dégradons notre maison, nous allons souffrir. Et elle proteste contre ça parce que personne n'a l'air d'agir. Alors il y a beaucoup de rencontres qui se font dans le monde. Il y a des rencontres à Paris, aux Nations Unies, on fait des rencontres. Là, les gens parlent, on parle beaucoup, on décide qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, qu'on va faire en sorte que dans 20 ans, la production de carbone soit diminuée. Mais la réalité, c'est que ça a déjà commencé. La catastrophe est déjà en cours. Alors, je vais vous donner deux exemples. À Panama, dans l'isthme de Panama, il y a une tribu d'Indiens qui vit au bord de l'eau. Ils sont en train de déménager parce que la mer a monté. Ils ne peuvent plus vivre sur leur île. L'eau est en train de monter progressivement. Ce ne sont pas des tempêtes, c'est progressivement, très lentement, la mer qui envahit leur maison. Donc, ils sont obligés d'embarquer dans des pirogues, leurs chiens, leurs affaires, et d'aller sur le continent. Ils ne peuvent plus vivre là où ils avaient toujours vécu. Le deuxième exemple, je l'ai appris hier soir. J'ai un cousin qui a un bateau. Beaucoup de gens ont des bateaux. Il avait mis son bateau sur le rivage. Il est pilote d'Air Mauritius. Donc il s'est absenté pendant plusieurs mois et il n'est pas allé voir son bateau. Il revient, le bateau est démoli parce que la mer est montée, a attrapé le bateau et l'a démoli. Donc ces deux exemples indiquent que c'est en cours. Ce n'est pas dans le futur, c'est maintenant. Nous sommes en train de vivre la destruction de notre maison. Et Greta, en s'asseyant devant son école, elle veut dire, il faut agir maintenant, et ça suffit de parler. Un jour, un journaliste vient la voir et lui dit qu'est-ce que vous pensez des discours qu'on a fait dans les réunions sur l'écologie? Et elle répond, bla, bla. On a parlé et c'est tout, on n'a rien fait. Donc, elle voudrait qu'on agisse. Et pour agir, c'est-à-dire réduire la production du carbone, réduire tout ce qui est en train de détruire notre maison. Voilà donc voilà qui est Greta. C'est quelqu'un comme vous, c'est une étudiante comme vous qui a décidé de protester. Et j'ajouterais qu'elle a ceci de particulier. C'est une étudiante, c'est une enfant comme vous l'êtes, mais elle a un déficit mental qui est très rare. Ça s'appelle Asperger. C'est une maladie mentale qui fait qu'on est extrêmement brillant dans certains domaines, dans les sciences,
dans certains domaines, même dans l'art, et il y a des domaines sur lesquels on est un peu bloqué. Donc c'est quelqu'un qui a un problème intellectuel très grave et qui a déterminé qu'elle pouvait surmonter ce problème et avec courage se battre contre la société, c'est-à-dire contre l'autorité. Elle défie l'autorité. Elle donne comme mot d'ordre le droit et quelquefois le devoir de désobéir. Quand elle ne va pas à l'école, elle désobéit, mais c'est une façon de protester, d'agir. Et son message est essentiellement écouter les scientifiques. Les scientifiques ne racontent pas des histoires, ils ont regardé la situation, ils ont déterminé que la hausse de la température allait causer de graves problèmes dans le monde. Et comme je viens de vous le dire, ces problèmes ont déjà eu lieu dans 2 endroits et dans plusieurs endroits de la vie. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer qui est Greta, quelqu'un comme vous. Alors, avant Greta Thunberg, il y a eu, vous citez dans l'article, le grand chef des Indiens en Amérique, c'est Seattle. On mentionnait aussi Aldo Leopold, Bertrand Russell, et il y a également Henry David Thoreau. Oui, Thoreau, c'est un grand écrivain de l'époque romantique américaine. Il a écrit un livre merveilleux qui s'appelle La Walden ou La vie dans la forêt. Lisez ce livre, c'est facile à lire. Pendant 2 ans, il a vécu dans la forêt, tout seul, en trouvant lui-même sa nourriture, en construisant lui-même sa maison, en respectant les simples lois de la nature et en observant la vie des animaux, la vie des plantes. Donc ce livre de Henry David Thoreau, je crois que c'est un des fondements du mouvement écologique. Et il a écrit également un livre qui s'appelle le devoir de désobéissance. Ce qui est un livre très important. C'est le père de la désobéissance civile et qui a influencé l'Amérique. Et aussi, c'est Mandela, en Afrique du Sud, Henry David Thoreau. Je crois que c'est de la désobéissance civile. Oui, c'est ça, de la désobéissance civile. Et il y a aussi, donc, vous parlez, vous mentionnez le chef des Indiens d'Amérique, le grand Seattle. Oui, alors un chef indien qui s'appelait Seattle, indien d'Amérique. Et son nom a été donné à une ville de l'Ouest américain. Il y a une ville qui s'appelle Seattle. Ça vient du nom de ce chef d'une tribu qui s'appelait les Loups. Et lorsque les Anglais sont arrivés dans cette région, on lui a proposé d'acheter les terrains sur lesquels ils étaient. En fait, on les expulsait en leur donnant un dédommagement, un peu d'argent. Et il a répondu, moi je ne peux pas vous vendre la terre, parce que la terre, ça appartient à tout le monde. Je ne suis pas propriétaire de la terre, je ne possède rien, je ne peux pas vous vendre la terre, pas plus que je ne peux vous vendre les nuages, que je ne peux vous vendre le coucher de soleil, je ne peux pas vous vendre le vent, donc je ne peux pas vous vendre, mais je peux vous donner la terre si vous voulez. Vous êtes très nombreux, vous êtes plus forts que nous, donc je peux vous donner la terre où nous sommes. Mais prenez-en soin, ne la gaspillez pas, soyez attentifs avec elle et protégez-la comme nous l'avons fait. Et peut-être à ce moment-là, nous pourrons avoir une petite partie de cette terre et rester. Ne la gaspillez pas. Et ce message, qui est connu de façon universelle, a été publié par les Nations Unies et en particulier par l'UNESCO. Ça s'appelle le discours de Seattle. Alors ça a été critiqué, on a dit oui, mais on a réécrit le discours. Mais moi j'ai parlé aux descendants de cet Indien, ils m'ont dit non, les termes du discours sont vraiment ceux qu'il a prononcés. Donc là, ça aussi, vous pouvez lire ce discours. J'ai proposé aux Nations Unies que ce discours soit lu dans les écoles, parce que c'est vraiment une des voies de la protection de la terre. Et il disait entre autres, nous sommes tous des enfants de la terre. Et si nous méprisons notre mère, la terre, c'est que nous méprisons nous-mêmes et nous courons le risque d'avoir des conséquences très graves. Il avait prévu, ça c'était dans les années 1850, c'était il y a très longtemps. Donc le chef Seattle, le discours du chef Seattle, Henry David Thoreau, et
Greta Thunberg. C'est une union des générations et au fond du monde entier. Il y a un autre chercheur indien qui avait dit cette phrase: la Terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la Terre. Je crois que ça résume tout. Nous appartenons à la Terre. Alors, dans votre article, vous rappelez un petit peu le combat de Greta Thunberg. Vous mentionnez donc ce qu'elle-même, ce qu'elle dénonce, mais ce qu'elle dit, c'est ce que les savants disent. Elle a même dit que si vous ne voulez pas m'écouter, mais écoutez les scientifiques. Elle ne fait qu'attirer l'attention sur ce qu'ils disent. Elle a dit aucun problème, vous ne voulez pas m'écouter, je suis trop jeune, etc. Vous me reprochez de ne pas aller à l'école, mais écoutez les scientifiques, ce qu'ils ont à dire. Alors, vous avez donc là, vous énumérez un petit peu, vous commencez par l'absence des saisons, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des pays où il n'y il y avait 4, maintenant il n'y a que 2. Hein, c'est l'été, oui, et l'hiver aussi. Et donc l'absence des saisons, disparition des insectes et des oiseaux. Vous savez bien qu'il y a à Port-Louis, il y a la montagne du Sillon, mais là il n'y a plus rien, je crois que c'est ça. Et c'est la montagne que je connais, parce que je suis né à Port-Louis, au pied de la montagne du Sillon dans le World-Cap. Alors c'était une grande forêt en haut, sur la montagne du Sillon. Et je me souviens qu'adolescent, j'allais jouer avec un ami d'adolescence, c'est le docteur James Taldini. Je ne sais pas si on a qui vient du collège, le docteur Taldini. On allait jouer. Maintenant, il n'y a plus rien, et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu le flash flood à Port-Louis, l'eau tombe, mais il n'y a plus de forêt, et ça descend, et ça va vers la mer. Vers la mer. Le Codan. Et comme ça descend. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de passage, et c'est pour ça que l'eau, ça passe partout, c'est dans le parking au Codan, et je crois qu'il y a eu 9 ou 10 morts, il y a quelques années de cela. À Port-Louis, il y a eu ça, le flash flood, c'est-à-dire beaucoup de pluie, c'est-à-dire en 2-3 heures, autant de pluie que pendant une semaine ou un mois. Mais parce qu'il n'y a plus de passage. Auparavant, l'eau descendait et allait à la mer. On l'a bloqué, on l'a construit. On a construit le Codan. Et c'est là qu'il y a eu des morts. Je crois qu'il y a le passage. Là. Et puis dans le parking, il y a quelqu'un qui est mort pour expliquer ça. Voilà les conséquences. C'est-à-dire à Maurice, voilà, c'est déjà arrivé. Sur la montagne, il n'y a plus d'arbres. On a battu les arbres quand vous regardez. Je crois qu'ils ont recommencé, tant mieux, à planter. Mais voilà, donc pour Maurice, on pourrait prendre beaucoup d'exemples. Alors, donc, voilà, il y a donc disparition, il y a beaucoup d'oiseaux, on voit de moins en moins. C'est là où on habite, on en trouve, heureusement, mais en général, il y a moins d'oiseaux et disparition aussi des insectes. Dépeuplement des mers, blanchiment des coraux, vacarme des villes, le bruit, pollution sonore, c'est mouvement fébrile des hommes, je crois avec la pandémie un peu moins, mais même ça, on me dit ça a repris. Les croisières, c'est full. On reprend. C'est-à-dire on porte le masque, mais ça reprend. Ce mouvement fébrile des hommes, exploitation à outrance des richesses du sol et des forêts. Voilà donc les causes. Et donc vous mentionnez ça, si vous pourriez donc les reprendre un petit peu, me dire quelques mots sur tout ça. Mais c'est pas, la liste n'est pas complète. Alors peut-être vous pourriez aussi donc le lire. Oui, j'ai pensé vous lire quelques passages d'un livre qui s'appelle Greta Thunberg, tout simplement. C'est publié en anglais par Gregory. Avec comme sous-titre No one is too small to make a difference. Personne n'est trop petit pour que ça fasse une différence.
Autrement dit, même vous, les jeunes, et même les enfants, peuvent avoir un rôle à jouer dans le changement de la politique que l'on mène vis-à-vis du climat. Alors, je vais vous lire quelques extraits parce que je trouve intéressant. Une des phrases clés de Greta Thunberg, ça a été, elle a dit, quelqu'un lui disait, est-ce que vous avez des craintes pour l'avenir? Quelle est votre solution? Et elle a répondu en anglais, I don't want you to fear something, I want you to panic. Panique, parce que c'est une situation qui est au-delà de la peur, c'est vraiment la panique qu'on doit ressentir à l'idée que notre maison, notre monde est en train de se détruire petit à petit. Donc elle le dit. And when I say that I want you to panic, I mean that we need to treat the crisis as a crisis. When your house is on fire, you don't sit down and talk about how nice you could rebuild it once you have put out the fire. If your house is on fire, you run outside and make sure that everyone is out while you call the fire department. That requires some level of panic. Donc ça, c'est le thème de sa lutte, c'est ça, c'est l'idée que c'est une menace qui est imminente. Your house is on fire. Votre maison brûle. Il ne s'agit pas d'une vague idée intellectuelle, c'est quelque chose de vrai, de réel. Elle a aussi quelque chose que j'ai bien aimé dans une réponse qu'elle a donnée aux journalistes. Elle a dit à un journaliste que lorsqu'elle parle du feu qu'il y a dans la maison, au lieu de regarder le feu, les gens la regardent elle. Un peu comme le proverbe chinois que vous connaissez peut-être, lorsque le sage montre la lune, le fou regarde le doigt qui montre la lune. Il ne regarde pas la lune, il regarde le doigt qui montre la lune. Et de la même façon, quand elle dit la maison est en feu, au lieu de regarder le feu, on la regarde elle. Et c'est une erreur, il ne faut pas s'intéresser à elle, il faut s'intéresser au feu qui est en train de prendre dans la maison. Ça, c'est une image forte qui fait que ça explique ce sentiment de panique qu'elle ressent. Et je crois que ce sentiment de panique qu'elle ressent, c'est dû à cette qualité qu'elle a de l'esprit. Les gens qui sont victimes du syndrome Asperger, ce sont des gens qui, sur certains points, sont clairvoyants. Ils voient mieux que les autres. Ils ont une vision plus aiguë, plus vraie que les autres. Alors, un autre passage que je voudrais vous lire. A strange world. We live in a strange world where children must sacrifice their own education in order to protest against the destruction of their future. Elle est en train de justifier le fait qu'elle fait tous les vendredis la grève. C'est un monde assez étrange, ce monde où les enfants, pour être entendus, doivent faire une action qui est contre la loi, qui est contre les réglementations. Les enfants n'ont pas le droit de faire la grève de l'école. Eh bien, elle prend ce droit parce que l'imminence de la situation le justifie. C'est donc un monde très particulier dans lequel nous vivons. Et les adultes, les professeurs ou les politiciens n'ont pas su dénoncer ce qui se passait. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ce sont les enfants qui doivent le faire. Si les adultes ne font rien, il n'y a plus que les enfants. Ben, si la solution, elle est entre les mains des enfants et non plus entre les mains des adultes. Elle est entre les mains des enfants parce que demain, ces enfants seront des adultes et ils vont prendre des décisions. Ces enfants auront des enfants, ils auront une famille et ils ne peuvent pas se permettre de laisser le monde tel qu'il est, de dire tant pis pour ce qui vient, ceux qui y arriveront se débrouilleront. Non, ce n'est pas un bon réflexe. Il faut réagir à cet âge-là. Alors, dans le cas des enfants à Maurice, les enfants ont montré récemment, grâce au docteur Ferrari, j'ai été mis au courant, je n'étais pas à Maurice,
un vraquier, un bateau, a fait naufrage au large de Blue Bay. Ce bateau contenait du pétrole. Ce pétrole allait se répandre dans la mer. Et ceux qui sont intervenus en grande quantité, ce sont des enfants qui ont ramassé les débris que la pollution de pétrole qui venait. Vous connaissez l'histoire du Wakashio. Et donc, Issa, moi-même et d'autres écrivains, Karl de Souza, Norman Levy, ont écrit sur ce sujet du Wakashio. Parce que c'est un symptôme assez grave. Lorsqu'un bateau fait naufrage à Maurice et que le pétrole va vers la côte, ça ne veut pas dire seulement que ça va salir les paysages, ça veut dire que ça met à mort aussi la vie. Les coraux vont mourir, les poissons qui vivent dans l'eau vont mourir. Et au fond, c'est notre maison, Oikos, c'est notre maison qui est en train d'être détruite. Elle n'est pas en feu, elle est en train d'être salie. Et donc, les enfants ont réagi. Ils se sont armés de courage et ils sont allés, j'ai vu ces photos, ils sont allés dans la mer pour ramasser la pollution. Donc les enfants sont capables de réagir et d'avoir une action. Et je vais laisser la parole au docteur Azirani. Ce livre-là, c'est écrire, peindre, peut-être, un point d'interrogation. Donc il y a une dizaine d'auteurs et 12 plasticiens. C'est écrire, peindre, peut-être, c'est lorsqu'il y a eu la catastrophe du Wakashio. Donc il y avait un échange de courriel entre Jean-Marie et moi, et aussi Sully Azarissine, qui est professeur d'histoire à l'université d'Oxford en Angleterre, et aussi avec Alain Ladévi. Et puis, donc, ils étaient là-bas, ils sont mauriciens, et un peu impuissants ici, ils sont doigts. Et j'ai parlé aussi des efforts de ces milliers de volontaires parmi les jeunes qui ont combattu donc la marée noire. Mais ce que je dis toujours, c'est 1000 tonnes à la mer. On a pu pomper, heureusement, 3000 tonnes. Ce n'était pas un pétrolier, un vraquier. C'est-à-dire, ça, c'était la consommation. Ce n'est pas vraiment un pétrolier. Et si c'était un pétrolier, parce qu'au moment où je vous parle, il y a des pétroliers, comme Jean-Marie a dit, qui sillonnent, qui passent. Il n'y a pas seulement le Wakashio. Au moment où je vous parle, dans toutes les mers du monde, là, en ce moment, et des pétroliers. Et on se souvient de la catastrophe de l'Anokokati, Jean-Marie qui vit aussi en Bretagne, donc il le sait très bien. Et là-bas, c'était un pétrolier. Combien de tonnes à la mer? C'est 200, je crois, 27 000 tonnes. Vous vous rendez compte? Pour nous, 1000 tonnes, vous avez vu, c'est tout ce qui s'est passé. 1000, on a pu heureusement pomper 3000. Mais là-bas, c'est un pétrolier, c'est 227 000 tonnes à la mer. Donc ça a été naufrage. Je crois que ça avait été un peu loin de la côte. C'est, je ne sais pas quoi, un récif, un peu comme aussi ici. Ici, c'est arrivé au bord. Voilà, donc c'est pour ça que Jean-Marie a élaboré. Le livre a été préfacé par Sully Azarissine et le titre de mon intervention, La prochaine fois le feu. C'est le titre de l'écrivain avec Baldwin, Next Time Fire. Donc ce qu'on a eu, c'est peut-être, comme on dit, si on ne fait pas attention, là, ça pourrait être beaucoup plus grave. Voilà. Donc ça aussi c'est une catastrophe donc, écologique aussi avec ses conséquences. Et Jean-Marie, dans votre article sur Greta Thunberg, vous citez Albert Einstein qui disait que si les abeilles venaient à disparaître, nous n'aurions plus que quelques mois à vivre. Oui, c'est une phrase célèbre qui a été prononcée par un des plus grands scientifiques de l'histoire de l'humanité, qui était un homme qui était conscient en effet de la nécessité absolue de l'équilibre entre la science et la nature. La science et la nature ne doivent pas être en opposition. Je vais vous donner un exemple qui est assez intéressant. Depuis quelques années, en France, pays où je réside, on dit
et il faut lutter contre la production du carbone. C'est-à-dire qu'il faut diminuer la consommation d'énergie fossile, en particulier pour la production de l'électricité. Mais que fait-on? Alors, on devrait avoir recours aux énergies vertes. Après tout, le soleil, le vent, les marées produisent énormément d'énergie. Quand vous pensez à l'énergie produite par le vent sur la côte est de Maurice, la poussée du vent continue, les alizés continuent, c'est une source d'énergie extraordinaire. Quand vous pensez au mouvement des marées, au mouvement des courants, chaque fois qu'un lagon se remplit et se vide, c'est un mouvement d'eau qui est une énergie considérable. Et alors, évidemment, à Maurice, il faut parler du soleil. Le soleil, c'est l'astre suprême de Maurice. Quand vous sortez à midi sous le soleil, vous sentez le poids, la force de la lumière du soleil. Donc, en fait, ce sont ces forces qu'il faudrait utiliser. Et en France, on ne favorise pas l'utilisation de ces forces. On favorise le déploiement des centrales nucléaires. Mais les centrales nucléaires sont aussi des centrales qui utilisent une énergie fossile. L'uranium, ça n'est pas éternel. Mais en revanche, les déchets des centrales nucléaires sont très durables, ils durent très longtemps. Certains éléments des résidus des centrales nucléaires seront actifs dans 200 000 ans. 200 000 ans. Et on dit que ça, c'est une production propre. C'est-à-dire qu'on laisse aux générations futures, celles qui vivront dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 200 000 ans, s'il y a encore des humains sur la Terre, ils trouveront encore les déchets qu'on produit aujourd'hui. C'est ça qui est terrible. Donc, il est urgent de remplacer aussi cette énergie nucléaire par une énergie propre. Et la France qui participe aux réunions sur l'écologie, elle continue de promouvoir le déploiement des centrales nucléaires. Donc il y a une contradiction. Il ne faut pas écouter les gouvernements de la France parce qu'ils vous mentent quand ils disent qu'on produit une énergie propre. Bien sûr, on ne produit plus de gaz carbonique, mais on produit des déchets radioactifs qui seront encore là dans 200 000 ans. Vous voyez à quel point c'est quelque chose d'urgent, il faut agir. Et je pense que vous, les jeunes, vous êtes à même d'agir. Vous êtes à même d'agir non pas nécessairement par la force, mais par le vote, par vos élections. Quand vous allez voter, vous pouvez choisir la politique qui s'intéresse le mieux et le plus près à l'écologie. Donc, l'avenir est entre vos mains. Nous, Issa et moi-même, nous n'avons pas fait grand-chose, mais nous sommes là pour transmettre le message de Greta, qui a votre âge et qui croit en vous. Elle espère que vous allez agir. Et pour reprendre un peu ce que Jean-Marie vient de dire, on a organisé cette rencontre, on pense que c'est une rencontre importante, Covid oblige, on ne peut pas inviter plus de 100. Et là, il y a le mauvais temps, tout ça. Mais je pense que ce qu'on dit ici, aujourd'hui, devrait intéresser tout le monde. Tous les collèges, toutes les écoles, primaires, pré-primaire, secondaire, éducation supérieure de Maurice et partout dans le monde. Quelqu'un ne peut pas dire, écoutez, bonne chance, etc. Bon, moi j'ai autre chose à faire. Des choses plus importantes que l'avenir du monde. Et voilà, à mon tour, je vous lis un extrait, un petit livre de Greta Thunberg, Rejoignez-nous, grève pour le climat. Nous sommes à un moment de l'histoire où toute personne avec une idée sur la crise climatique qui menace notre civilisation et toute la biosphère doit parler, avec des mots simples. Peu importe que cela soit inconfortable ou non rentable, nous devons changer à peu près tout dans nos sociétés. Plus grande est votre empreinte carbone, plus grand est votre devoir moral. Plus grande est votre audience,
plus grande est votre responsabilité. Les adultes continuent de dire, c'est notre devoir de donner de l'espoir aux jeunes. Mais je ne veux pas de votre espoir. Je ne veux pas que vous soyez plein d'espoir. Je veux que vous paniquiez. Je veux que chaque jour vous ayez peur comme moi. Et puis je veux que vous agissiez. Je veux que vous agissiez comme si vous étiez en crise. Je veux que vous agissiez comme si notre maison était en feu, parce qu'elle est. Alors, vous dites aussi dans cet article, Jean-Marie, c'est que Greta Thunberg dit même une chose plus terrible, que lorsque nous ne serons plus là, dans 10, 20 ou 30 ans, elle y sera encore, et que c'est à elle que les enfants demanderont des comptes. Elle nous accuse, de sa voix douce et calme, d'avoir oublié que la terre nous est prêtée, pas de nous. Et ça rejoint ce que disait le grand chef indien. Et oui, ça, c'est elle qui dit que vous allez être un peu. Marqué un peu partout comme ici. Oui. Oui, c'est la voie de la sagesse, et c'est très émouvant de penser que c'est une fille aussi jeune qui parle avec la voix de la sagesse. Ce ne sont pas des grands philosophes, des grands penseurs, des grands écrivains, c'est elle qui est juste une élève d'un collège, même pas une élève très brillante, d'après ce qu'on apprend, c'est une élève très ordinaire. Mais elle a le courage d'affronter, elle qui n'est rien, ces gens qui pensent qu'ils sont tout. C'est-à-dire que quand on écoute la réaction des politiciens en particulier face à Greta Thunberg, on remarque que la plupart des politiciens se moquent d'elle. Et il y a même un journaliste qui a écrit quelque chose d'assez cruel, La petite princesse et le pangolin. C'est-à-dire qu'il mettait en comparaison le livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, et l'histoire du pangolin qui, comme vous savez, est à l'origine de la pandémie de Covid-19, enfin qui est une des causes possibles de la pandémie. Pangolin, cette sorte de mammifère qui mange les fourmis, mais qui aurait transmis aux humains, qui auraient mangé sa chair, qui aurait transmis donc le virus de Covid-19. Donc cette jeune fille, elle se heurte à des gens qui ont une très grande puissance de parole. Ce sont des professeurs, ce sont des journalistes, des écrivains, des politiciens. Ils ont pour eux la puissance du langage. Elle n'est rien, c'est une élève. Et elle ose affronter à elle toute seule cette force d'inertie qui est représentée par les gens qui ont le pouvoir de la parole, le pouvoir d'éditer des livres, de publier des journaux, de critiquer. Donc c'est ce combat que je trouve vraiment intéressant, ce combat inégal, et qui, grâce à vous, peut-être gagné, parce qu'en fin de compte, si vous rejoignez les idées, vous n'êtes pas obligé de faire la grève tous les vendredis, c'est pas ça qu'on vous demande. Il vaut mieux peut-être même ne pas faire la grève tous les vendredis, mais vous pouvez rejoindre cette idée que vous avez une force d'action. C'est vous qui allez décider demain de la plupart des choses qui vont être décidées à Maurice. Ce sont les jeunes qui vont prendre en main demain la gestion de l'écologie. Donc vous pouvez décider, comme disait le docteur Pascal Arali, décider de donner plus. On donne plus d'argent pour le reboisement, qu'on donne plus d'argent pour la création des énergies vertes, de l'énergie solaire. Moi, je vais souvent en Chine, je donne des cours en Chine. Et quand je voyage en train,
je vois que la Chine a commencé à se combattre. Il y a des montagnes entières en Chine qui sont couvertes de capteurs solaires. Et elles produisent une électricité suffisante pour alimenter une ville comme Shanghai, une ville de dizaines de millions d'habitants. Donc, grâce au soleil, on peut remplacer les énergies fossiles. On n'est plus obligé de brûler le charbon, la bagasse, et d'avoir recours au pétrole pour produire l'électricité. Donc ça, ce serait un premier point. On avancerait un peu, on produirait moins. Et si l'île Maurice le fait, elle sera sur le bataillon de tête, parce que comme je vous le disais, la France n'est pas dans le bataillon de tête. Elle installe une centrale nucléaire. Ce n'est pas une bonne solution. Donc, Maurice peut devenir un exemple. Maurice a été un des premiers pays à proclamer la dénucléarisation de l'océan Indien, qu'il n'y ait pas de réserve de bombes nucléaires dans l'océan Indien. C'est un des premiers pays à signer cet accord. Cet accord n'a pas été signé par l'Inde, mais a été signé par la plupart des pays riverains de l'océan Indien. Donc Maurice peut être aussi un exemple de progrès dans le domaine de l'écologie, de la protection de l'environnement, qu'on respire un air plus clair, que les mers ne soient plus souillées, qu'on vive dans un monde un peu meilleur. Et si Maurice le fait, d'autres pays le feront. Par exemple, j'apprends que Maurice a maintenant une politique regardant les sacs en plastique. Ça a commencé par Rodrigue. Je me souviens que quand j'allais à Rodrigue, on nous disait dans l'avion, si vous avez des sacs en plastique, mettez-les de côté parce que nous ne voulons pas de sacs en plastique. Parce que les sacs en plastique sont portés par le vent, se retrouvent dans la mer, sont mangés par les animaux, ils se désagrègent en petites particules. Donc c'est une grande pollution. Un sac en plastique peut causer d'énormes dégâts. Et j'apprends que Maurice a adopté la conduite de Rodrigue. Donc bonne chose, Maurice est à la tête. Parce qu'en France, vous allez, on vous donne encore, il y a beaucoup d'endroits où on vous donne des sacs en plastique. Maintenant, quand vous allez en Chine, on vous demande d'apporter votre cabane ou votre tente en raffia. Vous devez faire vous-même votre paquet. Et donc, on peut progresser. Ce sont des petits pas dans le progrès, mais ils sont importants. Et je crois que si ça se réalise, ce sera grâce à vous. Parce que vous êtes la génération qui va prendre tout ça en main. Comme vous êtes donc ici, il faudrait transmettre ce message, en fait le message de Greta, à vos amis, qui ne sont pas, à vos proches. Même vous êtes à 5, à 10, ça ne fait rien. Lorsqu'elle a commencé, elle était seule, en face donc, du Parlement suédois. Elle était seule. On se moquait d'elle, mais elle a commencé maintenant, c'est un mouvement mondial. Et pour revenir au titre, ce thème, il n'y a pas de planète B. Vous savez, on dit qu'il y a le plan A, le plan B, ça ne marche pas, le plan C, etc. Ben, il n'y a pas de planète B, c'est qu'il n'y a pas. C'est notre seule planète. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Nous portons les masques. C'est ça qui nous unit comme espèce. Si vous voyez des animaux, ne portent pas de masque comme nous. Donc, partout où vous allez, quand vous voyez des gens, on pourrait dire ça que ce sont des êtres humains. Voilà, la pandémie nous a en fait prendre conscience de notre appartenance partout dans le monde, tous les pays à l'espèce, Homo sapiens. De même, on avait tendance à oublier notre corps. Peut-être à trop regarder Netflix, peut-être. Non? On a commencé à oublier l'existence de notre corps, en quelque sorte. Et avec tout ce qui se passe, la pandémie, donc nous fait prendre conscience à tout le monde, sans exception, de l'existence de notre corps. Alors, je voudrais donc vous lire ce que, dans cet article, à la fin de l'article, avant de vous passer la parole, cet article qui se trouve sur la couverture de dos, ce petit livre. Greta Thunberg, elle, n'a pas renoncé.
avec la gravité de son jeune âge, avec la science instinctive de l'enfance, elle monte à la tribune. Elle dit ce que nous ne voulons pas entendre. Elle brandit ses panneaux devant les parlements, devant les politiques, les puissants de ce monde. Elle parle pour elle, pour sa génération, mais aussi pour ses enfants à naître, et au-delà des humains, pour notre terre tout entière, dans sa précieuse et fragile beauté. Écoutons-la, entendons-la. Il est peut-être encore temps. Voilà. Donc je pense que la distinction, vous avez saisi, écoutons-la, entendons-la, celle-là elle va un peu partout. On la reçoit, on l'écoute, mais est-ce qu'on l'entend? Ça c'est autre chose. On peut écouter, mais entendre c'est autre chose. D'ailleurs, elle prend à partie tous ces puissants, les politiques et tout. C'est pour ça que la suite, il n'y a pas de planète B, c'est il y a planète bla bla bla. Vous voyez ça sur YouTube, bla bla bla. Je n'ose pas dire que COP26 commence, c'est bla bla bla. Ce qu'elle demande, ce sont des actions concrètes. On ne peut pas se réunir, c'est bien, mais il faut d'abord des actions concrètes. Alors, il faudrait, en parlant d'actions concrètes, chacun de nous, là, il faudrait voir ce que vous-même, vous pourrez faire. Ce que vous-même, vous pourrez faire dans votre vie quotidienne. Comment est-ce que vous pourriez participer donc à ces efforts là. Comment donc il y a la catastrophe, la crise climatique, la crise écologique. Ce que chacun de nous pourrait faire, c'est